Bien, je vous propose de reprendre nos travaux. Comme annoncé précédemment, nous allons maintenant aborder le thème intitulé dans le programme Réparation et armées étrangères. Il devait y avoir deux illustrations, mais là, il n'y en aura qu'une seule. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aux deux intervenants pour une intervention donc à deux voix. Qui porte sur le thème suivant, enseignement à tirer des indemnisations effectuées à la suite de la création et du fonctionnement d'un hôpital militaire américain et d'un barrage dans la ville de Savenay. Intervention qui sera prononcée d'une part par Monsieur Denis Berthiaud, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Descartes, et Monsieur Sablé-Renoir, qui est professeur d'histoire-géographie. Je vous passe immédiatement la parole. Merci beaucoup. Je m'associe d'abord à tous les intervenants précédents pour remercier les organisateurs, bien sûr, de nous avoir offert ce colloque et puis surtout, effectivement, de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur un sujet peu connu en réalité et surtout sur une petite ville peu connue de la France qui est effectivement Savenay et qui se situe entre la Baule, pour qu'on puisse repérer, et puis Nantes. Alors c'est la petite histoire ici qu'on va vous raconter, dans la grande histoire bien sûr, et c'est un peu un travail, je dirais, de terrain, qui montre comment, en fin de compte, dans un cadre général qui est posé, il est difficile parfois de s'imposer. C'est la réalité face à la théorie, c'est un peu ça l'idée de cette conférence. Elle n'a pas vocation à être généralisée, bien entendu, mais en tout cas, elle a vocation à montrer une part de réalité qui a pu se passer par la présence américaine à Savenay. Alors, en 1914, qu'est-ce que c'est que Savenay? Pas grand-chose. Vous me direz, c'est toujours pas grand-chose, mais enfin bon, c'est déjà un peu mieux. Savenay est une petite ville d'un peu plus de 3000 habitants et qui tire sa gloire, elle n'en reviendra jamais d'ailleurs, d'être sous-préfecture ou d'avoir été sous-préfecture par l'effet de la loi du 17 février 1800, et ce jusqu'en 1868, où elle a été détrônée par Saint-Nazaire, donc qui a été un moment difficile évidemment pour elle. En compensation, elle a eu la possibilité d'installer une école normale d'instituteurs qui s'installe donc en 1872 et qui restera jusque dans les années 80 dans la petite ville. En 1914, je dirais que Savenay vit la guerre comme n'importe quelle petite ville, avec ses mobilisés, ses morts, et évidemment son lot de drames qui arrivent quotidiennement dans cette petite ville. Et puis en 1917, tout se bouleverse, puisque en 1917, le 6 avril, les Américains entrent en guerre, et très vite, le maire de Savenay, qui s'appelait François Texier, qui est un homme extrêmement entreprenant, se dit qu'il peut tirer opportunité de cette présence américaine. Il sait rapidement que Saint-Nazaire va être une des bases d'arrivée des Américains, et très très vite, il veut saisir cette opportunité. Et dans une communication qu'il va transférer en mai 1917 aux autorités américaines, il écrit « Si Nantes et Saint-Nazaire devenaient la base des arrivages des États-Unis, Savenay pourrait offrir de précieux avantages à ce grand pays, eu égard à sa situation à mi-chemin entre ces deux ports. S'il est dans l'intention de nos alliés de créer un grand centre uniquement à leur usage pour eux, où ils recevraient à leur arrivée leurs effectifs en hommes et en chevaux, ainsi que leur artillerie et leur matériel, où ils construiraient les dépôts et des magasins pour leur approvisionnement, Savenay présente un réel intérêt puisqu'elle possède les emplacements assez vastes pour donner satisfaction à tous les besoins. » Il voit très grand, François Texier. Il se dit que la base américaine doit effectivement être constituée à Savenay. Il imagine même des ponts, des ports qui vont jusqu'à la Loire, c'est 6 km quand même. Et il imagine même aussi des champs de courges transformés en champs d'aviation. Donc il est absolument dans un état de déchaînement total sur cette arrivée américaine, en se disant c'est l'opportunité ou jamais. Et puis annexement, à la fin de sa lettre, il écrit que Savenay a comme autre ressource un hôpital militaire de 300 lits pouvant être porté à 500, installé dans les bâtiments tout nouvellement construits de l'école normale d'instituteurs. Elle a été inaugurée en grande pompe en 1912, installée avec tout le confort moderne, service d'eau, bain, douche, électricité, etc.
Nul doute que le service de santé n'en fasse un bon don au profit de nos alliés, et un autre établissement appartenant à la ville pourrait aussi être transformé en hôpital et contenir 100 lits. Et en fait, c'est cette petite phrase qui va retenir l'attention des Américains, puisqu'ils vont saisir cette opportunité sanitaire pour construire la base hôpital numéro 8, c'est-à-dire en fait un hôpital gigantesque qui va investir sa monnaie progressivement entre 1917 et 1918. Ceci va entraîner évidemment d'énormes bouleversements. C'est 700 hectares autour de la ville qui vont être mobilisés. Et de façon plus profonde, c'est aussi toute une infrastructure qui va être créée. Un hôpital si vaste nécessite de l'eau, et de l'eau, pour en avoir, on va construire un barrage, parce que les Américains ne voient pas les choses à moitié, et donc décident, dans la même zone, de créer un barrage. Il y aura une deuxième zone de rétention importante, dans un petit village au-dessus, qui s'appelle Malville, mais qui ne sera jamais totalement exploité et totalement fini. Donc Savenay, c'est une petite ville qui formule des ambitions. Mais avec son barrage, elle est vite submergée, en réalité, par cette nouvelle population et surtout par la façon de mener des projets. Les Américains vont extrêmement vite, très très vite, beaucoup trop vite pour le maire, et ils n'ont pas le temps de réagir. Alors qu'ils s'interrogent sur la façon d'utiliser le nouveau château d'eau qui vient d'être construit pour approvisionner l'hôpital américain, les Américains construisent en 3 mois un barrage. Donc on a toute la disproportion qui peut exister entre une petite commune et une autorité militaire qui s'impose avec force et avec énormément de pugnacité dans le territoire. Et ce qui vaut pour l'eau vaut aussi pour les indemnités, et ce pendant toute la durée du conflit, puisque en réalité, pendant le début du conflit et jusqu'à ce que la paix soit signée, Savenay va se mettre en retrait sur la demande d'indemnité. Et puis, sans doute pour attendre la fin, c'est-à-dire après les lendemains de la paix, et pour autant, elle va sans doute être la grande oubliée de cette présence américaine. On va distinguer donc ces 2 périodes. On peut considérer que dans une première période, Savenay s'est laissé faire, et donc, elle s'est donc laissée faire jusqu'à l'issue du conflit. Évidemment, Savenay n'est pas la seule concernée par l'arrivée des Américains. Un cadre général d'indemnisation qui convient de décrire doit être évidemment posé, parce qu'il est original par rapport à celui qui a pu être décrit jusqu'à maintenant. Et à Savenay, ce cadre va être rapidement oublié, sans doute par rapport à l'ampleur des travaux qui vont être menés. Dans un premier temps, étudions ce cadre général d'indemnisation suite à l'arrivée et l'implantation des troupes américaines. Très rapidement, après l'arrivée des Américains à Saint-Nazaire, les autorités se rendent compte que le mélange de population entre des Nazériens, des Savenaisiens et en gros des habitants du territoire et les Américains pourrait poser un certain nombre de problèmes. Et donc une note administrative est envoyée dès le 16 juillet 1917 portant création d'une mission du ministère de la Guerre près l'armée américaine. Et très vite, en réalité, cette mission va prendre conscience que le contact avec les troupes américaines peut être source d'énormément de dommages et de nombreuses difficultés, voire de litiges. On va aborder que les litiges par rapport aux biens, mais il y a eu des litiges aussi par rapport aux personnes, bien entendu. Et dans une note explicative, le chef de la mission se rend très vite compte qu'il faut apaiser, en réalité, et avant tout apaiser. Je cite, « Vous estimerez sans doute que la meilleure manière de prévenir les conflits est de renseigner la population le plus exactement possible et de leur donner le sentiment que toutes les mesures seront prises pour que les autorités américaines examinent dans l'esprit le plus large celle de leur réclamation qui paraîtrait fondée et apportent à leur solution un véritable désir de conciliation. » Vous voyez, on essaie de lisser le plus possible la relation franco-américaine. Le rôle de la mission, il est simple, il est aussi précisé dans l'instruction. Il doit préparer des accords avec les autorités américaines sur les dommages éventuels, informer sur les procédures à suivre, éviter les conflits, extrêmement importants, et contrôler les éventuels motifs de rejet de réclamation. Il est rappelé aussi dans la note que la période est transitoire. Le gouvernement américain n'est en effet pas encore tenu d'indemniser.
hein. On a parlé d'Italie tout à l'heure, mais c'est un peu le même système. Le gouvernement américain n'est pas tenu d'indemniser, car il considère que les dommages créés doivent être regardés comme résultant de la force majeure, hein. On retrouve la notion de force majeure ici. La question, donc, doit faire l'objet d'une loi spécialement adoptée, ce qui va être fait quelque temps plus tard. Donc, pour le moment, il s'agit de prendre des mesures conservatoires, recueillir des réclamations, instructions immédiates aux fins de transmission ultérieure. La mission investit les maires des communes concernées le soin d'assurer ce recueil et la transmission des plaintes éventuelles. Notamment, les maires doivent tenir un registre et ce registre doit ensuite être transmis aux missions. Donc, les éléments dès 1917 se mettent en place. Au mois de décembre 1917, arrêté du 19 décembre pour être plus exact, la mission va se structurer elle beaucoup plus complètement et va devenir l'office central des relations franco-américaines. Et enfin, la BIL, en réalité, la loi qu'on attend tous, enfin qu'ils attendent tous, eh bien, se précise progressivement. Alors, dès le 8 mars 1918, une circulaire est envoyée là aussi, qui vient essayer d'organiser donc la manière d'enquêter sur les dommages et de les transmettre. Le 30 mars 1918, l'annonce est faite de la création d'un service américain spécialement affecté aux réclamations, qu'on va appeler le Renting Requisition on Claims Service, RNC Service, attaché au service de ravitaillement de l'armée américaine. Et c'est le 18 avril 1918 que la BIL est effectivement adoptée et diffusée dans les différentes autorités concernées. En réalité, cette loi concerne les différentes personnes physiques et morales que le droit américain accepte de reconnaître comme un habitant de la France au même titre que n'importe lequel individu. L'État n'est pas concerné, il est soumis à un régime particulier, pas dans l'enquête, mais en tout cas pour ce qui est du règlement du litige, une convention spéciale doit être préparée. La procédure adoptée définitivement n'est pas loin évidemment de celle qui avait déjà été établie, où le maire a un rôle central. Il y a une distinction qui est faite selon le montant des litiges. Si la réclamation est inférieure à 800 francs, c'est la hiérarchie militaire américaine qui doit répondre en réalité et traiter la demande. S'il y a paiement, c'est au maire de dresser le bordereau de paiement. Pour les gros litiges supérieurs à 800 francs, la demande est transmise directement au nouveau service créé, le RNC Service. Dans les deux cas, pourtant, le maire a le rôle d'aider à l'enquête. Un recours est toujours possible, mais le gouvernement américain ne peut en aucun cas être traduit devant les tribunaux français. L'État américain ne répond pas par ailleurs d'un certain nombre de dommages causés par des associations particulières comme la Croix-Rouge, le YMCA, Friends of Columbus et la Salvation Army, qui restent personnellement responsables de leurs actions. Est créé aussi un bureau de liaison française auprès du service qui est chargé effectivement de réparer, service américain chargé de réparer, et qui est chargé de ce bureau de liaison de communiquer les réclamations, les dossiers d'enquête ainsi que les instructions du ministère de la Guerre, et à l'inverse de transmettre aux autorités françaises les demandes d'enquête, les demandes d'expertise, et aussi, ce qui est très important, de diffuser auprès des autorités américaines les habitudes des populations françaises. Ça, c'est une jolie phrase qui est effectivement reprise dans une instruction. La procédure qui a été mise en place a pourtant énormément de mal à s'imposer, puisque en fait, très très rapidement, le maire et les maires sont rappelés à l'ordre, ils ne font pas leur travail, et donc globalement, plusieurs instructions sont diffusées par différentes autorités pour rappeler qu'il faut d'abord passer par le maire, ensuite passer selon la procédure des plus 800 francs et moins de 800 francs. En fait, c'est une réclamation permanente qui va être faite pratiquement, on la retrouve en fait très très souvent dans les archives. En gros, ça ne se passe pas du tout dans la réalité comme ce qui est prévu dans les textes. Les Américains ont plutôt tendance à traiter directement et les Français veulent traiter directement avec les Américains. Pour autant, le cadre théorique est posé, on l'a bien vu. Et pendant ce temps, Savenay, la petite ville de 3000 habitants, se transforme, accueille la présence américaine.
Alors concrètement, on n'a pas trouvé de traces de réclamation. C'est-à-dire ce fameux registre de réclamation, on ne l'a pas trouvé. Alors soit il n'existe pas, soit il a été perdu. Assez vraisemblablement, il n'existe pas. C'est-à-dire que assez vraisemblablement, François Texier n'a pas tenu ce registre des réclamations et n'a pas transmis en réalité de réclamations, sans doute parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas eu beaucoup? Parce que les Américains louaient. Et louaient les terrains à prix très honorable. Louant les terrains à prix très honorable, en fin de compte, aucune réclamation n'avait véritablement lieu d'être à partir de là. C'est une supposition, on va continuer nos enquêtes, mais c'est une supposition qui paraît être de plus en plus avérée. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue. On va voir un petit peu comment la ville de Savenay va être transformée sans indemnisation ou presque. Donc les Américains arrivent le 26 juin 1917 par le port de Saint-Nazaire, tout proche, et investissent l'école normale le 8 juillet 1917 pour servir de base hôpital numéro 8. Les nouveaux bâtiments de l'école normale dans lesquels ils vont s'installer à Savenay avaient été inaugurés en grande pompe en 1912 et avaient accueilli pendant 2 ans la formation des instituteurs. En 1914, les bâtiments sont réquisitionnés par l'armée française pour servir d'hôpital militaire et fonctionnera durant 3 ans. L'armée américaine part de ce noyau pour procéder à l'installation progressive de plusieurs unités hospitalières, composant un ensemble de plus de 400 bâtiments. Vous avez ici le plan qui vous est présenté avec en orange la partie, on va dire, plus ouest, la partie de départ, puis l'extension en jaune, ce qui fait une emprise foncière de plus de 700 hectares. C'est 25 000 à 35 000 lits qui seront utilisés à hauteur de 15 000 lits, et c'est 90 000 blessés qui seront soignés dans cet hôpital. Alors ici, vous avez une photographie aérienne prise dans les années 50. Au sud, vous avez la ville qui est présente. Finalement, elle paraît toute petite par rapport à l'immensité de cet hôpital. C'est un tiers de la commune quand même qui est occupé. Dans l'ensemble, l'investissement du bâtiment et des terrains fonciers alentour se fait sans aucune trace particulière de réclamation, comme le disait M. Berthiaud tout à l'heure. À aucun moment, les propriétaires concernés semblent avoir suivi la procédure développée d'indemnisation, même à titre conservatoire. Quant aux bâtiments d'école normale, ils sont réquisitionnés ou loués, sans que l'on puisse savoir précisément, mais à titre gratuit, au Conseil général qui est propriétaire des bâtiments. Seul un état des lieux est mentionné au départ de l'armée française et réalisé un peu après l'arrivée des Américains. C'est cet état des lieux qui sera repris comme point de départ pour le calcul des indemnités dues après-guerre, concernant l'école normale et bâtiments. Mais l'école normale n'est pas la seule concernée. Très vite, dès le mois d'août 1917, se pose la question de l'approvisionnement en eau de l'hôpital, comme vous disiez tout à l'heure. Certes, la ville est équipée d'une station et d'un château d'eau, inauguré en 1910, mais la municipalité s'inquiète des conséquences sanitaires, effectivement, de l'utilisation de ce réseau d'eau potable par l'armée américaine. Par conséquent, pour alimenter en eau la base américaine numéro 8 et aussi toutes les autres unités hospitalières, l'état-major américain décide de la construction d'un barrage permettant la constitution d'une réserve d'eau très importante. Aussi, entre janvier et avril 1918, après que les fondations aient été creusées et coulées durant les mois précédents, le génie américain édifie un barrage voûte de 122 mètres de long, 17 mètres de hauteur et qui crée une retenue d'eau de 26 hectares. Un château d'eau inspiré des moulins à vent locaux est également construit pour effectivement amener l'eau jusqu'à l'hôpital. L'ensemble est relié par des canalisations en fonte. Il modifie profondément et durablement le paysage et l'écosystème de cet espace. Si l'on replace cette construction dans l'histoire des infrastructures du même type, le béton armé, en fait, matériau avec lequel est construit ce barrage, est très peu utilisé en France. Il constitue une infrastructure unique et peu assimilable aux autres constructions ou destructions effectuées durant ce conflit. Une fois encore, les procédures d'indemnisation semblent totalement écartées lorsqu'une route communale demande à être rehaussée. Les Américains portent main forte
aux autorités locales, mais la question de l'indemnisation de la commune pour les dommages subis ne se pose pas. Il en est de même pour un chemin vicinal qui sera remonté. Les terres inondées entourant la vallée Mabille, c'est le nom de cette vallée où est construit le barrage et qui accueille la rétention d'eau, appartiennent en partie à la commune qui ne reçoit aucune indemnisation. Globalement, le sentiment général qu'il ressort à la lecture, notamment des procès-verbaux des conseils municipaux, est que la présence américaine est subie par la commune, mais aussi par les habitants. Le projet est gigantesque pour la ville, totalement novateur et surprenant, et littéralement le submerge, ou la submerge, effectivement, en ce qui concerne la ville. Il ne semble pas que les procédures instituées progressivement et destinées à favoriser les indemnisations aient pu fonctionner comme ailleurs. Déjà placée dans un cadre atypique, l'indemnisation américaine à Savenay n'a pas lieu dans ce cadre. Le gigantisme des réalisations écrase finalement les procédures instituées. Au fil des jours, la question des conséquences de la présence américaine à Savenay est donc renvoyée à l'après-guerre. Alors je reprends la parole parce que, en fait, non seulement c'est pas indemnisé, mais en plus on sent bien qu'ils râlent dans les conseils municipaux. C'est-à-dire qu'on sent que ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'ils n'apprécient pas du tout effectivement ce qui est en train de se passer, tout en étant le plus sage possible par rapport à cette autorité qui, en fin de compte, a aussi autorité sur eux. Alors on peut se dire que non active pendant le conflit, elle va devenir active après le conflit. Et bien c'est l'inverse qui va se passer, puisqu'elle va être aussi oubliée après ce conflit. Et là, il faut distinguer deux choses importantes, me semble-t-il. C'est d'un côté ce qui s'est passé pour l'indemnisation sur l'école normale, et de l'autre côté l'indemnisation qui s'est passée justement sur le barrage. Et on va voir un peu la différence de traitement. Donc dans un premier temps, sur l'école normale. L'école normale appartenait, on l'a dit, au Conseil général. Donc la démobilisation des forces américaines est décidée après l'armistice, et en gros 2 millions d'Américains doivent transiter par les ports atlantiques. Saint-Nazaire est un des points d'embarcation qui va servir à évacuer les troupes américaines. L'hôpital numéro 8 de Savenay restera donc ouvert jusqu'en 1919 parce qu'elle accueillera l'ensemble des blessés qui vont passer effectivement par là. Suite à l'accord qui est signé entre les États-Unis et la France, les maires de Loire-Inférieure reçoivent un rappel d'information le 16 décembre 1919, avec copie envoyée au sous-secrétaire d'État à la justice militaire, qui précise que depuis le 1er décembre 1919, l'État français va se substituer au gouvernement américain pour solutionner les affaires non réglées, c'est très important, ou dont le règlement n'a pas été accepté, et qui sont nées de la présence des armées américaines sur le territoire français. Je cite le texte. En réalité, l'État français se substitue cette fois-ci à l'État américain se désengageant en réalité des réparations qu'il aurait à effectuer. Toutes les affaires seront donc réglées selon la loi française. Une commission départementale de répartition des immeubles est alors créée, qui dépend du Conseil général, et elle a pour but d'indemniser les particuliers, les entreprises, les institutions et collectivités ayant été occupés ou ayant subi des dommages suite à l'installation des troupes américaines. Une fois que le contingent est parti à Savenay, se pose donc la question de l'affectation de l'école normale. En gros, l'État va s'interroger à ce moment-là sur l'utilité qu'elle redevienne école normale. Et ça, c'est un point important aussi. Une discussion importante a lieu. François Texier, toujours très ambitieux, se dit que c'est peut-être l'occasion de créer un site industriel. Une fois de plus, il n'est pas suivi. En fin de compte, l'État décide la rétrocession des bâtiments et de l'ensemble constitué précisément au Conseil général. Le site est rempli de matériel qui est laissé par les Américains, il doit être vidé. Les baraquements qui sont facilement démontables sont démontés. Le Conseil général propose d'en envoyer d'ailleurs certains vers des régions qui ont été occupées avec des populations sinistrées. Certains baraquements sont aussi vendus, et c'est un point important, sur place, parce que c'est une manne, c'est de l'argent qui rentre. Les journaux locaux publient des annonces telles que vous pouvez les voir. Tous les jours, une vente de gré à gré, des magnifiques baraquements des hôpitaux de Savenay à des prix très bas, mais invariablement fixés. L'annonce précise aussi qu'il existe de nombreuses facilités de chargement, parce qu'il existe un chemin de fer qui traverse précisément le camp. Des baraquements, il en reste peu à Savenay aujourd'hui. Il y en a quelques-uns qui sont transformés en maisons ou quelques-uns en garage.
Évidemment, ce qu'on veut, c'est avant tout réouvrir l'école normale le plus vite possible. Et c'est le Conseil général, qui est propriétaire des lieux, qui va s'occuper en réalité d'estimer les coûts qui vont être ensuite réclamés précisément à l'État. On l'a dit, les locaux ont été loués à titre gratuit pendant la durée de la guerre, mais une évaluation qui a été faite par le génie évalue l'indemnité d'occupation à 60 000 francs. Pour autant, et c'est surtout ce qui intéresse le Conseil général, c'est que les locaux sont considérés comme étant saccagés, sont totalement transformés, et donc l'idée est d'arriver à une réparation qui soit une réparation intégrale. On s'interroge sur la nécessité de conserver un certain nombre de bâtiments et on conclut qu'aucune construction nouvelle n'est à conserver. Elles sont sans utilité et construites de façon peu durable. Je cite toujours, l'école devra être rendue dans l'état où elle a été prise. Et là, on rentre dans une bataille qui va durer plusieurs années pour savoir dans quel état elle a été prise, bien entendu. Et ça va, je peux vous l'assurer, jusqu'à la chaise. C'est-à-dire que l'ensemble des évaluations qui vont avoir lieu sont des évaluations immobilières et des évaluations mobilières qui vont être extrêmement minutieuses et sujets à d'énormes controverses. Alors, plusieurs devis sont faits, des expertises, des contre-expertises. Les coûts sont estimés en 1923, donc déjà on s'éloigne de la guerre, à 565 000 francs, dont 354 000 francs en gros pour la réparation immobilière, 198 000 francs pour la réparation mobilière et 12 300 francs pour les honoraires de l'architecte, qu'on n'oublie pas évidemment au passage. Et les travaux seront effectivement effectués par le département. L'école normale, quant à elle, a déjà réouvert depuis 1920, mais les travaux ont lieu sans doute pendant effectivement que les étudiants sont rentrés. Quant aux terrains qui jouxtent l'école normale, ils sont restitués progressivement. Là encore, l'estimation opérée par le génie sur les 133 hectares fixe une indemnité d'occupation à 350 000 francs pour une valeur vénale d'1 million d'euros. Quelle somme est effectivement revenue aux propriétaires? Là encore, nos recherches ne peuvent pas tirer de conclusion là-dessus. C'est impossible totalement à évaluer. On sait aussi qu'il y a eu plusieurs dossiers de parcelles qui ont duré très très longtemps et beaucoup plus longtemps, celles concernant le cimetière, celles concernant un chemin qu'on appelle le chemin San Félix, qu'on voit traîner jusqu'en 1928, 29, 30 sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on doit conclure de cette partie sur l'école normale? Il y a plusieurs questions qui demeurent. D'abord, la question de savoir si cette indemnisation a été plus longue, du fait que c'est l'État français qui a été missionné et non les Américains. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième question, en réalité, est-ce que l'État américain, par un accord qui a été conclu donc au plus haut niveau, n'a pas cherché localement à se décharger d'une longue et fastidieuse tâche? Et la troisième question, c'est au fond, est-ce que l'Américain aurait mieux indemnisé que les Français? C'est une autre question qui est effectivement latente et posée. Sur ce qui s'est passé en termes d'indemnisation, qui a eu lieu quand même au niveau de l'école normale, ne va pas avoir lieu au niveau du barrage. La question qui se pose, c'est effectivement est-ce un dommage de guerre ou un effet inéluctable de la présence américaine? À la fin du conflit se pose donc la question de l'usage futur, de l'indemnisation des propriétaires des terres noyées et surtout de la valeur réelle du barrage dans le cadre d'une compensation en nature des indemnisations américaines à la France. En effet, lors de l'estimation des aménagements réalisés par les Américains à Savenay, effectuée en 1920 à la demande de la commission départementale de répartition des immeubles, qui a été présentée tout à l'heure, dont le but est de définir la valeur de ce barrage, aucune somme n'est précisée. Seule une estimation globale regroupant l'hôpital, sans sa partie école normale et sans la ligne de chemin de fer, donc l'hôpital, le réservoir et la station de pompage sont évalués pour une valeur au 1er mars 1919 de 6 500 000 francs, correspondant à plus de 8 millions d'euros en euros constants. Ça, c'est pour sa valeur d'utilisation. En ce qui concerne sa valeur réelle, la commission l'estime à 3 500 000 francs et à seulement 700 000 pour un éventuel réemploi du matériel et des matériaux, soit environ 10% de sa valeur d'utilisation. Quant aux propriétaires privés, un document du génie évalue l'indemnité d'occupation du fait de la création des réservoirs. Et là, l'indemnité est à hauteur de 70 000 francs. Nous n'avons pas de concrétisation d'un quelconque versement
de cette indemnité à l'échelle de la commune, puisqu'aucune trace, ni dans les comptabilités publiques, ni dans les délibérations des conseils municipaux. Les préoccupations se focalisent donc sur la question du maintien ou non du barrage et du remploi des terres agricoles. La question de la destruction du barrage n'est envisagée que par le maire François Texier, qui ne voit aucune utilité pour la commune à la récupération. Pourtant, dans une longue proposition lue en conseil municipal, le maire détaille les différentes possibilités envisageables pour cet ouvrage, y compris celle de la remise en état, qui semble avoir ses faveurs. Il écrit d'ailleurs « La ville qui paraît de prime abord la plus intéressée à l'existence du bassin ne s'en fait aucun besoin ». La réserve d'eau constituée est en effet bien trop importante au regard des besoins de la petite commune, qui d'ailleurs a déjà son château d'eau, rappelez-vous. Il relève cependant l'intérêt que pourra avoir un tel aménagement pour un site industriel. D'après les délibérations du conseil municipal du 14 septembre 1919, il y est précisé que la commune pour elle-même n'a aucun intérêt à la conservation de ce barrage, puisqu'elle possède déjà, comme on disait tout à l'heure, un service d'eau suffisant à la fois à son alimentation et à tous ses besoins actuels. Le maintien du bassin de la vallée Mabille ne serait intéressant que si ces eaux permettaient à une industrie d'une certaine importance de s'établir à Savenay et par suite de développer les ressources de la ville. On comprend bien effectivement l'intérêt du développement industriel dans ces années d'après-guerre. Néanmoins, le bassin est conservé sans qu'aucune industrie ne s'élève dans notre localité. Son maintien, selon les édiles municipaux, serait préjudiciable aux intérêts communaux s'il était conservé en l'état. Donc après avoir détaillé 6 préjudices que subit la commune du fait de la présence de ce barrage, alors préjudices qui vont effectivement des eaux qui sont d'une richesse fertilisante importante, qui sont stockées dans ce barrage et qui ne viennent pas alimenter les terres de la commune. Le fait aussi que la route de la vallée Mabille, par exemple, est sans cesse battue des deux côtés par les eaux et par suite que des dégradations constantes nécessiteront inévitablement un entretien plus coûteux de ces routes. Donc 6 préjudices, et il conclut en 7e point que si la commune a bien consenti à la construction du bassin par nos alliés quand il s'agissait de la défense nationale, il serait injuste qu'elle souffre désormais d'un état de choses qui ne serait maintenu que dans son intérêt particulier et à son seul détriment. Puisqu'il apparaît que la commune ne souhaite pas acquérir cet équipement hors norme, un nouveau repreneur doit être trouvé. Très vite, dans les sources, le nom de la compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans arrive, et c'est elle finalement qui, en 1921, va acquérir le barrage de Savenay et son lac afin d'alimenter en eau les chaudières des locomotives à vapeur. La commune, finalement, obtient pour les associations locales de pêche et de chasse une seule indemnité collective, finalement, le droit de pêche et de chasse sur ce lac et dans ce lac. En échange, et c'est important de le préciser, selon effectivement les autorités municipales, en échange des préjudices que lui causerait le maintien du réservoir d'eau construit par les Américains dans la vallée Mabille. L'utilisation du terme préjudice permet bien de mesurer le sentiment de ces autorités municipales d'avoir eu le statut de victime, finalement, de la présence américaine, du moins en ce qui concerne cet ouvrage. Alors pour conclure très rapidement, qu'est-ce qui est enseignant dans cet exemple ? Ce qui est enseignant, c'est que effectivement, les Américains sont arrivés, ils ont totalement bouleversé une commune, bien sûr avec l'accord du maire qui était effectivement en place, et pour autant, on n'a pas l'impression qu'à l'issue de cette expérience, la municipalité soit particulièrement contente et satisfaite de la réparation du préjudice qui a pu avoir lieu. Le paysage de la commune est totalement effectivement modifié. En réalité, on se rend compte que le cadre des négociations a eu lieu bien en dehors de la commune et bien en dehors des conseils municipaux, bien entendu, plutôt dans un cadre international, dans un cadre du conseil général qui, lui, s'en sort mieux. On a bien compris que se sort mieux de cette affaire-là. Mais en réalité, aucun projet ne semble correspondre à une bonne réparation pour ce qui est de la commune. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on sent bien que comme allié, jamais Savenay ne pouvait parler directement d'occupants à propos précisément des Américains. Mais on sent bien que le sentiment est exactement identique
parce qu'ils n'ont jamais été, elle n'a jamais été, cette commune, maître du jeu. Et c'est cette réalité, un peu face à un cadre théorique, législatif et conventionnel, que nous montre cette histoire locale savenésienne. Elle a beaucoup marqué les Savenésiens, puisque pendant très longtemps, en fin de compte, ceci a enterré, on va terminer par là, ceci va enterrer en quelque sorte le barrage, on l'a enterré comme le reste et un peu comme l'histoire, jusqu'à une période très récente. Merci. Je vais juste me permettre de terminer de la conclusion. Donc, d'un point de vue un petit peu historique, justement, après la période, en fait, le barrage reviendra à la commune, qui l'achètera en 1973 à la SNCF. En ce qui concerne cette histoire, en fait, c'est resté longtemps dans la mémoire des Savenésiens, comme, du point de vue d'histoire sociale, comme une rencontre, effectivement, américaine, franco-américaine. Mais les historiens, il y a eu quelques revues et historiens locaux qui ont travaillé sur la question. L'historien aussi, Yves-Henri Nouaïla, a travaillé sur la présence américaine. Mais finalement, la ville de Savenay va réanimer cette histoire au moment du cycle commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. La ville de Savenay obtient la reconnaissance de son implication et de son intérêt historique dans les commémorations avec l'attribution du label Mission Centenaire. Donc, de nouvelles publications ont eu lieu, des commémorations, des inaugurations, une valorisation aussi du patrimoine avec des réhabilitations, notamment celle du barrage. Néanmoins, peu de recherches et de publications ont été effectuées sur les indemnités versées en compensation d'occupation, sur les exactions perpétrées aussi contre les civils et sur les problèmes de mœurs inhérentes au casernement de ces milliers d'hommes. Comme si la mémoire locale avait occulté la partie sombre de cette période pour ne mettre en avant que les bonnes relations entre les élus locaux et les autorités américaines. Alors d'autres pages semblent se réouvrir également suite à des fouilles archéologiques, un diagnostic archéologique qui a été réalisé par l'INRAP en 2019 sur une parcelle de plus de 4 hectares sur des terrains qui concernent l'emprise foncière de l'hôpital américain. Et des fouilles préventives vont être organisées cette année, en 2020, pour approfondir un petit peu la recherche, notamment avec des restes de fosses dépotoirs où des artefacts ont été trouvés de la période, c'est-à-dire à la fois du fonctionnement du camp, mais aussi au moment du démantèlement avec des brûlis. Et là, on rejoint un petit peu, l'archéologie rejoint l'histoire, mais aussi l'histoire du droit, puisque les propriétaires actuels des terrains, qui vont devoir effectivement assumer le coût de ces fouilles, vont en faire appel à l'État, mais également au consulat des États-Unis, non dans un cadre juridique de réparation de dommages et d'indemnité de guerre, puisque là, il y a effectivement prescription, mais plus dans le cadre mémorial, effectivement, des bonnes relations franco-américaines. Voilà, la présence américaine n'a pas fini de coûter à Savenay.